Bonjour à tous, comme prévu, en début de semaine, on se retrouve pour un live 100% crypto. On peut même parler un petit peu NFT parce que c'est toujours un petit peu lié. Et il y a des similitudes intéressantes, je pense, entre ces deux marchés. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu dans la continuité de où iront les marchés en 2023. Je vous ai fait une nouvelle vidéo sur les marchés traditionnels où on a vu qu'après le 15, les marchés, c'est quand même plus difficile. Ils ont un peu tendance à rebaisser, à faire leurs arbitrages. Et là, on a vu du coup ces marchés actions. On va voir les marchés crypto parce qu'ils ont énormément bougé. Du coup, c'est ultra intéressant comme webinaire. En fait, je suis content. Euh, il s'est passé beaucoup de choses, notamment sur Bitcoin. J'ai été assez surpris, mais pour moi, ça ne change pas clairement le scénario qu'on s'est donné pour l'instant. Je ne vois pas le Bitcoin aller plus haut, mais je vais tout de suite vous activer le chat. Si vous êtes sur la chaîne YouTube d'IronFX, pensez à mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, comme d'habitude, avec votre account manager chez IronFX qui me fait le lien. Hop. Du coup, voilà, l'écran est partagé. Maintenant que c'est partagé, je peux vous mettre le chat. Voilà, comme ça, vous pouvez me poser toutes vos questions en direct. Je prends soin d'y répondre. C'est un petit live chill, hein. Du coup, là, c'est vraiment, on prend notre temps, on regarde un peu les différents marchés, on réfléchit, mais c'est pas dans l'action, contrairement aux deux autres webinaires qu'on a fait récemment. Là, on descend un petit peu en pression, mais n'oubliez pas, il me semble, je regarde, je vérifie pour vous. C'est lundi 14h30, 13h, 15h30, on se fait une session trading Dow Jones, 100% trading scalping sur la préouverture. Et on refera de toute façon, je pense, ces sessions de trading parce que je vois qu'elles vous plaisent et je pense que c'est la meilleure chose pour que vous puissiez progresser en trading. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est sur le graphique du Bitcoin. La dernière fois qu'on s'était vu, c'est pour parler du Bitcoin, c'était en 2022 encore, hein. Donc, on était sur des niveaux bas. Je réitère, je crois que on doit toujours les avoir, les niveaux que j'ai tracés. Voilà. Je target toujours ces zones-là. On va pouvoir tracer un niveau que je pourrais qualifier de niveau rouge. On va changer sa couleur. Pardon. Lister, éditer. On va le mettre en rouge. Voilà. Il y a un niveau du coup hyper important au-dessus des 25 000. Alors, il va y avoir un petit groupe. Je pense qu'on peut même se tracer un deuxième niveau ici. Si vous le savez, vous l'avez appris à force de suivre les lives avec moi. Les niveaux, c'est jamais parfait. Là, il va y avoir une petite zone de tension. Je pense qu'on peut dire clairement que si on craque les 27 000, au-dessus de 27 000, le marché repartira bullish, donc haussier, avec une nouvelle tendance. Mais là, pour l'instant, pour moi, ça reste du ultra. Et tant qu'on n'a pas passé cette zone, on aura toujours cette zone qui est d'actualité. Si on casse la zone des 27, on pourra aller chercher raisonnablement d'abord la zone des 30, puis la zone des 40. Après, ça pas parce qu'on va sur ces zones-là qu'on ne pourra pas retourner vers le plus bas. Mais voilà, c'est dans longtemps, on aura le temps de se refaire des lives en attendant. Donc là, on va essayer d'être efficace et d'être sur ce qui se passe en ce moment. Expliquer déjà un petit peu de contexte. Parce que là, je vous dis fin décembre, le marché est aux abysses. Qu'est-ce qui fait remonter le marché? Première chose, c'est que vous savez très certainement, FTX, le deuxième plus gros exchange américain de crypto-monnaie, régulé tout ce qu'il faut, a fait faillite. En faisant faillite, ça a entraîné une très grosse baisse sur les marchés, puisqu'il y a plein de gens qui ont leur wallet bloqué, hein, ils n'ont plus accès à leur argent. Et pas mal de cryptos qui étaient bloqués étaient du coup sur du stacking, c'est-à-dire qu'on va prêter le crypto pour obtenir un rendement. Ces cryptos-là étaient souvent adossés à des collatéraux. Alors là, on va rentrer dans un petit peu quelque chose de complexe, mais imaginons, je prête X Bitcoin pour obtenir Y autre asset. OK?
on a donc une balance. On a des assets qui sont backés par du Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont coupé une partie de ces positions. Sauf que quand on coupe une partie de ces positions, s'il n'y a plus de collatéral, s'il n'y a plus de garantie en concept, pour tenir ces cryptos qu'on a empruntés, bah, derrière les cryptos empruntés, le protocole dans la blockchain il va automatiquement arrêter l'emprunt pour rembourser. Et en arrêtant l'emprunt, du coup, en général, ça vend les tokens. Et en vendant les tokens, ça va créer ce qu'on a eu au départ, c'était beaucoup de baisse sur le marché. Parce que beaucoup de gens coupaient leur position comme ça. Là, c'est un petit peu l'inverse. Ils ont coupé du coup des collatéraux et en coupant ces collatéraux, ils étaient adossés à des positions short, c'est-à-dire des positions vendeuses. Et ces positions vendeuses ont été débouclées, ce qui a fait monter le marché. Ça, ça correspond à cette hausse-là, à peu près, dans l'idée. Hein. Bien sûr qu'il n'y a pas que, mais c'est ça qui a été le déclencheur. Par la suite, j'ai remarqué, puisque j'ai fait pas mal d'événements crypto, vraiment, les événements crypto en décembre devaient être 5 ou 6 sur les petits événements. C'est vraiment petit. Et j'ai fait le CryptoXer, c'était dans le week-end dernier. C'était excellent. C'était très, 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 très bien. Et du coup, au CryptoXer, il y avait plus de 100 personnes, facile au moins 200 personnes. Et ça, ça montre qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de FOMO. En fait, le marché des cryptos est en train de repartir fortement à la hausse. Parce que il y a de l'engouement, il y a des idées autour de la crypto. Et troisième chose, c'est le narratif autour, comment je pourrais dire, autour de l'IA, avec ChatGPT, Midjourney et tout ça, DALL-E, qui recrée de l'attraction vers les systèmes blockchain, en gros vers la technologie. Voilà un petit peu les drivers de cette hausse. En revanche, c'est pas parce qu'on a cette hausse-là que tous les problèmes de la blockchain sont résolus et que tous les problèmes de FTX sont résolus. Genesis, il va y avoir beaucoup de problèmes et il y a pas mal de sociétés qui ne le disent pas encore, j'en suis sûr, qui sont en extrême difficulté. Si vous souhaitez, j'ai fait un post sur LinkedIn, je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn. J'ai d'ailleurs refait un post aujourd'hui sur le wash trading de Porsche, ça peut peut-être vous intéresser. Benjamin Moget sur LinkedIn, je peux vous mettre dans le chat et je vous laisse le temps de regarder si vous êtes sur YouTube. Il est là. Voilà, comme ça, vous avez mon profil. Et vous pouvez voir les différents articles que je fais autour de la crypto. Mettez des likes et commentaires, hein, comme d'habitude, ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, j'ai fait un post, vous pouvez rechercher, j'ai fait un post il y a 1 mois et demi sur toutes les entreprises qui sont en difficulté avec FTX. Limite, en vrai, on pourrait le travailler, on peut travailler en fait ce poste, on peut travailler ensemble. Comme ça, je vous montre toutes les entreprises dans lesquelles FTX est engagé. Je pense que c'est intéressant, vu que c'est un truc un peu plus cheap, on ne fera pas de trading en temps réel. Laissez-moi le retrouver. En fait, c'est vrai, je pense que ça peut être intéressant. Je n'avais même pas prévu. Mais c'est vrai que... Alors, j'arrête le partage d'écran et je vais partager quoi faire. Alors, une petite seconde parce que du coup, il faut que j'active mon deuxième écran. C'est vraiment, je vous dis, en live tranquille. Hop, en mettant comme ça, avec les nouvelles données. Je lance le PowerPoint. Ah, mais là, il faut que je retrouve dessus. Bon, c'est pas grave, on va faire ça à l'arrache. Normalement, vous allez bien voir. J'ai le retour. Hop. Voilà. Du coup, hop, on va zoomer ici. Je pense que c'est déjà bien. Ok. Quelle suite
après le crash de FTX. Du coup, FTX, comme vous pouvez le voir, c'est une énorme entreprise. Énorme, énorme, énorme. Vous voyez toutes les sociétés qu'il y a. Et ça, c'est toutes les sociétés que dirige FTX. En gros, là, vous avez FTX US. Là, vous avez dans l'idée FTX Europe. Là, vous avez tout ce qui est Alameda Research, qui est donc le hedge fund qui était lié avec FTX. C'était ça qui a posé le problème parce que FTX utilisait l'argent de ses clients pour les mettre dans Alameda pour faire du trading spéculatif. On va voir que peut-être c'était pas forcément si légal que ça, puisque la justice américaine a reconnu avec Celsius, un autre exchange qui avait fait faillite plus tôt dans l'année, que les comptes de lending, c'est-à-dire les comptes rémunérés, comme sur les comptes de FTX, c'était tous des comptes earn, puisque si vous aviez un compte chez FTX, vous touchiez 8% en permanence de tout ce que vous déposiez chez FTX. Eh bien, les comptes earn appartiennent à la société qui les possède, du coup, quand bien même c'est votre argent, et donc, du coup, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est un petit problème. Et là, il y a quelques sociétés, en fait, locales, en gros, du FTX dans, je sais, c'est pas, ils ont changé de nom, mais FTX des Émirats Arabes Unis, ce genre de pays. Du coup, méthodologie, on verra qu'il y a les sociétés qui sont backées, enfin, dans lesquelles FTX a investi, et les sociétés dans lesquelles Alameda a investi. Donc ça, ce sera les sociétés en bleu, pardon, et les sociétés en jaune seront les sociétés dans lesquelles FTX a investi. Du coup, CeFi, ça veut dire Centralized Finance. C'est un petit peu les autres exchanges dans lesquels FTX est investi. Je pense qu'on va zoomer sur son texte. Ça, je peux vous le faire. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Du coup, dans les plus gros, il y a Voyager, par exemple. Voyager qui est en train de se faire acheter par Binance, qui est le plus gros exchange crypto. Donc ça peut être... c'est assez litigieux parce que Voyager, ils sont en train de se faire bloquer leur achat par Binance parce que apparemment, ce serait un petit peu trop monopolistique pour Binance USA. Mais voilà, ça, c'est des entreprises qui sont potentiellement à risque. Ascendex, c'est vachement à risque. Zoobre, c'est vachement à risque aussi. Les autres, un petit peu moins, elles sont un peu plus petites, un petit peu moins connues. Mais il faut faire hyper attention sur ces sociétés. Si vous êtes investi sur ces sociétés, récupérez votre argent tout de suite. Mais si c'est sur Voyager, c'est trop tard. Mais je vous invite en tout cas à le faire. Ensuite, alors là, on a beaucoup de choses. On va être sur la DeFi pour Decentralized Finance. En gros, c'est tous les protocoles qui ne sont pas centralisés autour d'une société et où en fait, c'est le programme qui gère tout. Qu'est-ce qu'on a de connu? On a Hashflow, mais Hashflow, ça devrait le faire puisque c'est un exchange décentralisé comme Uniswap, si vous connaissez. En gros, on peut échanger des crypto-monnaies via des pools de liquidités qui sont alimentés directement par les investisseurs. Hashflow est backé par Binance aussi, donc ça devrait le faire. Mais dans ceux qui sont peut-être à risque, Lido, ça va être un peu, ils sont déjà en difficulté, donc peut-être que ça va être compliqué pour Lido aussi. Tout ce qui est ZK, peut-être que eux, ils vont avoir du mal aussi à développer, parce qu'ils sont en train de développer des nouvelles technologies, des ZK, peut-être qu'on fera une vidéo dessus un jour, mais c'est assez compliqué. Voilà pour vous donner une idée. En tout cas, si vous travaillez avec ces sociétés-là, faites très, très attention puisqu'elles sont grandement à risque. Là, ça va être les wallets de souvenirs, c'est ça. Les wallets, donc en fait, c'est des sociétés qui vous proposent des portefeuilles, c'est-à-dire des petites applications qui sont là pour stocker vos fonds. Pareil, si vous êtes sur ce genre d'application, sauvez-vous. Il y en a tellement, tellement, tellement que ça ne vaut pas la peine de les utiliser. Il y en a d'autres qui sont très, très bien. Donc, faut pas se prendre la tête. Peut-être que XDeFi, qui est quand même assez gros et qui est quand même plutôt pas mal, peut-être que c'est celui-là qu'on pourrait garder. C'est un petit peu ennuyant, mais les autres ne sont pas, comment dire, indispensables. Ensuite, donc ça, c'est le plus intéressant pour nous, toutes les blockchains dans lesquelles FTX est directement investi
les plus grosses, ça va être NIR, ça va être Serum. Je ne vois pas Solana, mais il y a Sway aussi. Sway et Mysten Lab qui est la même chose. Il y a Aptos, voilà, Solana qui est ici. Donc ça va être très, très compliqué pour ces écosystèmes. On a vu Solana qui s'est totalement effondré. NIR aussi, c'est en très, très grande difficulté. Voilà, ça, c'est les blockchains, ça va être très dur. Même Serum, Serum, en gros, il propose de faire un fork, c'est-à-dire de changer les règles de la blockchain pour retirer tous les fonds de FTX et Alameda parce qu'ils en ont tellement qu'ils peuvent flinguer la blockchain. Donc, faire très, très attention. Serum, c'est très, très à risque. NIR et Solana, c'est à risque, mais un petit peu moins de Serum quand même. Bon, c'est appuyé sur mauvaise touche. Ensuite, donc ça, c'est les fonds, les produits d'asset management dans lesquels ils sont investis. Alors, là, c'est très compliqué puisqu'il y a eu carrément des produits comme Flucoma qui se sont fait hacker suite à la chute et au hack de FTX. Il n'est pas impossible que FTX ait accès à des clés blockchain de ces protocoles, de ces sociétés, et qu'il puisse les utiliser à son profit, puisqu'on ne maîtrise pas tout chez FTX. C'est tellement de bazar qu'il y a eu des fonds qui ont été hackés, entre guillemets, on ne sait pas par qui, mais des fonds en tout cas qui du coup se retrouvent bloqués pour éventuellement le voler. Pour l'instant, on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas été retirés. On sait qu'ils ont été retirés de FTX pour un autre wallet, mais ils n'arrivent pas à sortir de ce wallet parce que tout ça est traqué et ça va être extrêmement difficile pour ces gens-là de pouvoir sortir le vrai cash sans se faire attraper. Du coup, la technique, comme on va sortir le vrai cash, c'est qu'on va utiliser ce cash. Par exemple, je vole 10 millions de dollars. Je ne peux pas les retirer puisqu'on va savoir si je les retire sur mon compte que c'est moi qui les ai volés. Du coup, ce que je fais, je prends ces 10 millions de dollars, je les laisse sur le protocole, j'y ai accès, je peux en faire ce que je veux, je les mets sur le marché. Donc, soit je vais acheter ou je vais vendre avec cet argent un actif peu liquide et avec un autre compte, je vais, par exemple, je vais acheter de cette crypto juste avant. Je fais un exemple avec Bitcoin, mais c'est pas possible parce que Bitcoin est ultra liquide. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de manipuler. Mais on fait un exemple avec Bitcoin. J'achète du Bitcoin, par exemple, à 20 000, juste avant. Ensuite, j'ai 10 millions, on va dire plutôt 10 milliards. C'est possible, parfois il y a des hacks en milliards, sur lequel je vais acheter, après que j'ai acheté sur mon premier compte, 10 milliards tout de suite au marché sur du Bitcoin. Et en faisant ça, je vais du coup faire décaler le marché. Sur mon premier compte, j'ai mis un fort effet de levier, donc je vais gagner beaucoup d'argent et ce sera improbable de pouvoir dire « Ah, bah, c'est ce mec-là qui a hacké les fonds parce qu'il a acheté avant avec un gros effet de levier. » C'est improbable. Donc, elles sont un petit peu là, les manipulations. Ensuite, sur les boîtes de NFT, il faut faire attention au niveau de Doodles quand même. Doodles qui a beaucoup levé, donc ça devrait le faire. Mais un petit peu attention. Yuga Lab, ça devrait le faire aussi parce que c'est le plus gros studio de NFT. Live Art, par contre, qui est un petit peu plus à la peine. Donc ça va être plus compliqué pour eux. Et Alchemy, qui est aussi qui fait pas mal de choses, notamment qui travaillent des nœuds Ethereum. Donc pour eux, attention de ne pas utiliser les produits d'Alchemy. Je pense que c'est pas une bonne idée ça. Au niveau du gaming, qu'est-ce qu'on a d'intéressant au niveau du gaming? On avait, comment ça s'appelle? Dans les blockchains, IMX. IMX, qui est un projet que j'adore, que je vous invite à regarder de très très près. Un projet de blockchain gaming très puissante. Vraiment, ça vaut le coup de mettre dans votre watchlist pour prévoir des petits achats de temps à autre quand ça rebaisse. Pour l'instant, c'est encore un peu cher, parce qu'il y a du potentiel à la baisse. Mais il y a un truc à faire sur IMX. Ah voilà, il est là. Les logos sont tellement petits. IMX. Qu'est-ce qu'il y a de connu là? Il y a Stake, si vous connaissez, le casino en crypto. Voilà. Projet à éviter, il y en a d'autres, parce qu'ils sont en lien avec FTX.
Alors ça, après, on s'en fiche un petit peu, tout ce qui va être social analytics divers. Ça va ralentir l'adoption, mais, globalement, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, en fait. Parce que en fait, ça va faire que Bitcoin va mettre beaucoup plus de temps à remonter, puisque c'est ces petits outils qui aident Bitcoin à aller plus haut. Mais c'est pas non plus, c'est pas game changer non plus, quoi. Du coup, maintenant que je vous ai expliqué ça, vous comprenez peut-être un petit peu mieux le contexte et pourquoi je pense que le marché des cryptos a quand même des chances de retourner fortement sur des plus bas parce que ces problèmes sont quand même importants, ils ne sont pas du tout réglés et je vois bien beaucoup d'entreprises dire oui, nous on n'est pas en difficulté et qui dans 3 à 6 mois se retrouvent vraiment en galère. Donc, affaire à suivre. D'un point de vue technique, je vous le rappelle, cette zone-là, importante à surveiller. Au-dessus, on repasse dans un niveau acheteur. En dessous, moi, je fais que vendre là. Alors, deux techniques. Pour l'instant, je ne vends pas à découvert parce que il y a encore du potentiel. Un tout petit peu, mais je ne prends pas le risque de vendre à découvert. En revanche, toutes mes cryptos qui étaient mal placées, il y a des cryptos sur lesquels j'avais un prix d'achat. En gros, c'est comme si j'avais du Bitcoin à 20 000, 22 000, 20 000, 21 000, 22 000. Donc, c'est pas terrible. Du coup, j'ai tout revendu là, sur ces zones-là. Tout revendu sur les cryptos, même des cryptos que j'adore, hein, mais des cryptos dans lesquels mon prix d'entrée n'était pas excellent. Donc, j'ai tout revendu pour pouvoir racheter plus bas. Voilà. J'espère ne pas me tromper parce que si le marché repart patate, je vais gagner pas grand-chose. Je suis très, très peu exposé en crypto. Hein. Je vais vous donner ce que j'ai. Vous allez être déçus. Hein. J'ai beaucoup de stablecoins, par contre. Mais en gros, là, il me reste. J'attends encore un petit peu, mais je suis déçu de ne pas les avoir sortis. En gros, 4 000 $ d'Ethereum. Tout ça, c'est petit montant. On s'en fiche. Il me reste du Alpine Fan Token. Il me reste 3 000 $. J'en ai lâché un petit peu là quand ça a fait le pump. Cette semaine, ça a bien augmenté. Je ne sais plus quel jour, mais cette semaine, pour regarder si vous allez sur le graphique. Très intéressant, Alpine Fan Token. Hein, c'est le token de l'équipe de Formule 1 de Alpine. Et il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Est-ce que non, ça, j'ai gardé. J'ai pas mal de Apecoin. C'est le token de, tout à l'heure, on a vu Yuga Labs du Metaverse, The Overside et de la collection Bored Ape. Très intéressant le Apecoin. Ça, j'ai pas encore revendu, beaucoup de potentiel. J'en ai acheté un petit peu parce que avec le jeu qu'ils ont sorti, comment ça s'appelle? Dookie Dash, qui est un jeu Web3 pas terrible, mais qui permet de gagner un NFT à plus d'1 million de $. Donc, Dookie Dash, très intéressant par rapport au Apecoin. Mais du coup, c'est pour ça que je garde un petit peu ça. Alors ça, c'est parce que j'ai vraiment une position horrible. HFT, j'en avais plus. Parce que je me suis dit, je n'ai pas de position sur du décentralisé. Il faudrait que j'en prenne un peu. Et j'en ai à 2,5 $ et ça fait 60 centimes. C'est, je pense, mon pire achat ever de crypto. C'est horrible. C'est token. C'est vraiment une galère, hein, on peut le dire. J'avais du Binance Coin, là, le BNB. Donc ça, je l'ai viré. J'en ai gardé le minimum syndical, j'en ai gardé 2 parce que ça réduit les frais quand on en trade. J'ai un petit peu de Solana. Un petit peu de Solana, je crois que j'ai du Solana en gros à 30 $, je dirais. Par contre, j'ai des très bonnes positions de stacking. Donc, sur long terme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais donc, en gros, en crypto, là, on a dit 4 000, plus 3 000, plus 1 000. Ouais, en gros, j'ai moins de 10 000 $ en crypto, là. J'ai beaucoup réduit mon exposition. Et pas que je ne crois plus en la crypto, mais parce que je pense que je peux avoir un meilleur prix d'entrée. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et en ayant un meilleur prix d'entrée, je serais beaucoup plus confiant pour travailler ma position. Parce que c'est super dur, en fait. Moi, je trouve ça peut-être difficile, en gros, d'acheter là et de revendre là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est
travailler nos positions, par exemple, acheter là, revendre là, acheter un petit peu plus bas, et comme ça, et travailler les paliers, c'est beaucoup plus serein. Et puis, ça nous permet de planter quand il y a des grosses baisses, puisque vous avez vu, hein, il y a des tokens où je suis très, très, très mal placé. Et ben, du coup, en travaillant mes positions comme ça, c'est beaucoup plus simple derrière pour, pour manager un petit peu sa position. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Est-ce que tu préfères Bitcoin ou Ethereum? Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur le principe, moi, je ne préfère aucun. J'ai mes cryptos préférés, mais je ne suis pas maximaliste, comme on dit dans le milieu. Euh, Bitcoin, j'aime beaucoup parce que c'est très puissant d'un point de vue sécurité et tout ça. En revanche, d'un point de vue infrastructure, aujourd'hui, c'est quand même une technologie qui est en retard. Par contre, c'est une technologie qui peut nous surprendre. Aujourd'hui, tous les NFT se passent sur Ethereum. C'est pas impossible qu'un jour Bitcoin nous lance quelque chose pour faire des NFT avec une sorte de Lightning Network qui est un second protocole de Bitcoin. Je vous invite, ça va être compliqué d'en parler très très vite là, mais je vous invite à regarder un petit peu plus sur YouTube pour en savoir plus sur Lightning Network. Mais peut-être qu'un jour, on aura le NFT Network, quelque chose qui sera spécialisé pour les NFT et qui sera très puissant. Donc, Ethereum, c'est très bien pour de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses autour d'Ethereum et c'est plutôt facile. Par contre, en termes de puissance, on ne peut pas aller très, très, très loin avec Ethereum. Il y a d'autres protocoles qui sont beaucoup plus puissants et c'est ça qui bloque un petit peu Ethereum. Il faudrait qu'ils fassent un peu de mise à jour de leur code pour pouvoir aller sur des fonctions beaucoup, beaucoup plus poussées. Après, le souci, c'est quand on va sur des fonctions plus poussées, forcément, euh, bah, du coup, on réduit un petit peu l'adoption parce que ça devient tout simplement plus dur, quoi. Si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, là, je vous laisse en reposer. Sinon, sur le très long terme, jusqu'où on peut aller? Moi, je pense que Bitcoin peut aller très, il peut aller vraiment très très haut, hein. Sur le très long terme, c'est pas impossible. Bah déjà, je pense qu'on va les faire et on devrait pouvoir retourner facilement vers les 100 000. Hein. Enfin, aller vers les 100 000. C'est clairement possible. Et c'est pour ça que Bitcoin, si vous voulez faire du long terme, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'asset le plus prometteur. Le plus prometteur et en même temps, qui n'est pas si risqué parce qu'il y a des actions, il y a des actifs très particuliers qui peuvent prendre beaucoup plus qu'un x5, x4 maintenant que c'est quasiment aux 25 000. Mais où ça va être très spécifique. J'ai envie de dire, Bitcoin est un petit peu comme un indice de la crypto. C'est vraiment le driver de ce produit. Donc, jouer Bitcoin, c'est un peu comme jouer le monde de la crypto au global. Et je pense qu'il y a très peu d'assets qui peuvent avoir autant de potentiel avec si peu de risques. Je ne dis pas que Bitcoin n'est pas risqué. Bitcoin est très risqué. Mais son rapport risque-potentiel est difficilement égalable aujourd'hui. Notamment parce que c'est pas très cher. Et je pense que ça peut être encore moins cher. Là, je vois bien le pic là. Aller chercher les 6-9 000. Qu'est-ce que ce serait beau? En tout cas, c'est sûr que moi, entre 10 000, je réfléchirais entre 10 000 et 9 000. Peut-être que ça prendrait les 9, mais c'est dur. Là, c'est sûr que j'en paierais beaucoup, en fait. J'ai déjà prévu des petites stratégies avec des petits robots, là, qui peuvent travailler cette zone. Ça peut être très intéressant. J'attends de la lancer. J'aurais pu la lancer là, mais c'est un peu compliqué. Euh, Aujourd'hui, je trouve ça trop cher, mais j'ai hâte de vous montrer ça. Euh, du coup, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut regarder un petit peu les cryptos qui sont proposés sur Aeronautics pour trouver celles qui sont les plus promoteurs. Alors, Dogecoin, c'est rigolo parce que, je vous l'avais dit dans le précédent webinaire, c'est pump par Elon Musk, donc il peut y avoir des choses. Euh, Tout ça, bon, on a déjà vu. Ethereum, il y a quelque chose aussi. Ethereum, par contre, je ne ferai pas d'analyse graphique, je trouve ça trop difficile. Pour Ethereum, ce que je fais, je me base sur Bitcoin. Donc, je regarderai Bitcoin, combien il va valoir quand on sera autour des 6 000, si on y arrive bien sûr, et j'achèterai en conséquence. Je trouve ça très difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Litecoin, je n'y crois pas. C'est un dérivé en gros de Bitcoin, ça n'a aucun intérêt. XRP, c'est du Ripple, pareil, c'est pas mon truc. IOTA,
EOS, tout ça, ADA, c'est des cryptos d'un ancien temps sur lequel je pense qu'il y a très très peu de potentiel. ICP, OMG, tout ça, c'est oui. Solana, à la limite, Solana, si on veut faire un petit billet risqué, très risqué même, ça peut être intéressant parce que d'un point de vue technologie, Solana, c'est hyper innovant. D'un point de vue réalisation, c'est très mauvais. Ils ont beaucoup de mal à réussir ce qu'ils entreprennent. Uniswap, peut-être que ça peut être intéressant parce que si vous voulez une position sur un acteur décentralisé, ça peut être un peu sympa. Polkadot, j'aime pas. Je trouve que c'est trop lent. Ils mettent trop de temps à développer. Donc voilà un petit peu pour l'horizon des cryptos disponibles sur ArionFX. N'hésitez pas à demander à vos managers à développer une nouvelle crypto. Hein. Moi, je serais chaud. Hein. Je peux vous donner mes autres cryptos à pousser auprès d'ArionFX. Alors, j'en ai pas pour l'instant. Il y en a pas, je veux dire, j'en ai pas, mais elles ont du potentiel. Rune, il y a du potentiel. Elrond, il y a du potentiel. Même s'il est limité, il y a une très très belle communauté, potentiel communautaire. IMX, potentiel. Flow, potentiel. Le Apecoin, potentiel. En plus, la volatilité, c'est intéressant. Tezos, il y a du potentiel. Alpine Fan Token, je pense que c'est un peu trop exotique pour Aeronautics, donc je ne crois pas qu'il le liste un petit peu. PancakeSwap, très très intéressant. Très intéressant ce token. Quoi d'autre? Là, comme ça, je pense que c'est à peu près. Si on peut mettre du Monero, parce que le Monero, ça colle vachement avec votre expertise. Si vous êtes bon en macroéconomie, Monero, c'est top. Parce que Monero, en fait, c'est un peu la crypto des trucs illégaux. Du coup, dès qu'il y a des soucis macroéconomiques, géopolitiques, par exemple, la Russie a un nouveau ban, Monero explose parce qu'ils vont s'en servir. OK? Je regarde. Du coup, il n'y a pas plus de questions. Écoutez, c'est que ça doit être clair, c'est très bien. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu dans la vidéo. Si vous voulez me contacter sur LinkedIn, sur Twitter, Benjamin Moget, très facile à trouver. Et si vous avez des questions et que vous voulez passer par votre account manager Aeronautics, n'hésitez pas. Je sais que je dois vous faire un webinaire sur le Forex. Je vous promets, j'y travaille. C'est promis, on en fera plusieurs cette année. À bientôt. Merci beaucoup et au revoir.